Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans une histoire assez fascinante, je trouve. Celle d'une ville française de taille moyenne, Riom, qui s'apprête à jouer une partie de son avenir sur un projet, un peu fou. L'idée, installer un campus universitaire tout neuf au cœur d'un site pour le moins inattendu. Une ancienne prison. Et il faut bien mesurer l'enjeu là. Ce n'est pas juste une opération immobilière ou un coup de com' politique. Non, pas du tout. C'est un véritable test à cœur ouvert pour la vitalité économique, sociale, même culturelle de la ville. Pour comprendre ça, on s'est appuyé sur une source vraiment passionnante. Ouais. L'enregistrement d'un atelier de travail. Exactement. Et autour de la table, il y avait tous les acteurs concernés. Des élus, des commerçants, des responsables du développement économique et même un représentant étudiant. Ce qui nous amène du coup à la question qui va nous guider. On a une ville qui, selon son propre maire, souffre terriblement. C'est le mot qu'il a utilisé, oui. On a une prison qui se vide et on annonce l'arrivée de 250 futurs ingénieurs. Alors, est-ce que c'est la recette d'un miracle pour redynamiser un centre-ville ou le début d'un casse-tête monumental? On va décortiquer ensemble les espoirs, les doutes et les stratégies qui se dessinent. Alors commençons par le projet lui-même, ce fameux Riom Campus. Sur le papier, l'ambition elle est énorme. La ville a racheté les friches en plein centre pour y bâtir un nouveau quartier. Et la pièce maîtresse, c'est l'installation de cette formation d'ingénieurs de l'université Clermont-Auvergne. Avec une spécialité très en vogue, l'écomobilité. C'est ça. Ce qui est frappant d'emblée, je trouve, c'est la puissance du symbole. Ah oui, complètement. Les étudiants vont suivre leurs cours dans une chapelle du XIIIe siècle, l'ancienne chapelle des Cordeliers, qui a été entièrement réhabilitée. C'est une image forte. Ah oui, passer d'un lieu de privation de liberté à un lieu d'émancipation par le savoir, l'image est belle, hein. C'est clair. Mais bon, un symbole, aussi puissant soit-il, ça ne suffit pas à faire vivre un quartier. Et c'est là que le projet devient intéressant. Il est pensé comme un écosystème. C'est-à-dire ? Autour de l'école, on prévoit des logements étudiants, bien sûr, mais aussi des logements sociaux, des logements intergénérationnels, un hôtel, un café-restaurant. On veut créer de la mixité de la vie du matin au soir. Et pour qu'on se rende compte de l'échelle, on a quelques chiffres. Oui. Le compte à rebours est lancé. On parle de 250 étudiants à terme, ce qui est considérable pour une ville comme Riom. C'est énorme. L'arrivée va être progressive. Une première promotion de 50 jeunes est attendue dès 2027. D'abord dans des locaux temporaires. Voilà, à l'école Jean Moulin. C'est une sorte de mise en bouche, le temps que le grand chantier se termine. L'installation définitive sur le site de la prison, elle, est prévue pour 2029. Ça laisse un peu de temps, mais pas tant que ça. L'urgence est déjà là. Et cette urgence, on la sent très bien dans les propos du maire. Il l'a répété plusieurs fois pendant l'atelier Riom, ce projet n'est pas une fin en soi, c'est un levier. Il ne voit pas que des étudiants. Exactement, il ne voit pas 250 étudiants, il voit 250 catalyseurs. C'est un pari immense. Il mise sur leur pouvoir d'achat pour les commerces, sur leur énergie pour animer la ville. Sur leur simple présence pour attirer de nouveaux habitants. C'est ça, pour inverser la tendance. La question fondamentale, et c'est tout le sujet de la discussion, c'est est-ce qu'un cercle vertueux comme celui-là, ça peut vraiment se décréter? Voilà, le décor est planté, le projet est beau, mais on va voir que la réalité est plus complexe. On touche là au premier mur, et il est de taille. Cette formation d'ingénieur se fait en alternance. Et ça change tout. Concrètement, ça veut dire que chaque étudiant doit trouver une entreprise pour l'accueillir la moitié du temps. Et les premiers chiffres d'une étude de terrain présentée pendant l'atelier, sur 106 entreprises du secteur qui ont été contactées, seules 22 se sont déclarées intéressées. 22 sur plus de 100. 22 sur 106. Mais le détail, c'est que la plupart de ces 22 entreprises ne sont prêtes à accueillir qu'un seul alternant. Alors, face à ce mur, une idée a émergé. Celle d'un kit d'accueil. En gros, une offre tout compris pour séduire à la fois l'étudiant et l'entreprise. L'entreprise propose le contrat et le territoire s'engage à fournir le reste. C'est-à-dire le logement, les infos pratiques. Exactement. Une solution de logement, un accueil personnalisé. C'est une sorte d'opération séduction pour se démarquer. C'est malin, non ? C'est très malin sur le principe. Ça montre que le territoire a compris qu'il ne pouvait pas rester passif. D'accord. Donc, trouver une entreprise, c'est le premier parcours du combattant. Mais projetons-nous. Imaginons qu'un étudiant réussisse. Il a son contrat, il débarque à Riom. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait de sa vie ? Où est-ce qu'il mange le midi pour moins de 10 €? C'est là que les commerçants entrent en jeu. Et d'après ce qu'on a entendu, ils semblent avoir les pieds sur terre. Ils sont conscients du problème. L'atelier a permis de cartographier très précisément les besoins. On peut les classer en 3 cercles.
Le premier, c'est le vital, l'alimentation. Pas juste un kebab ou une boulangerie, mais une offre variée, si possible saine, et surtout abordable. Le fameux panier moyen étudiant. C'est ça. C'est le baromètre de l'accueil d'une ville. S'il n'y a rien pour manger correctement à un prix décent le midi, le message envoyé est terrible. Et le deuxième cercle? C'est l'espace. Un participant a eu cette phrase, aussi juste que cruelle pour décrire la ville. Assez calme, assez vieillissante. Aïe. Ce qui manque, c'est ce qu'on appelle le troisième lieu. Un endroit qui n'est ni l'appart, ni l'école. Le café avec un bon Wi-Fi et des prises, où on peut passer 3 heures sur un projet de groupe sans se sentir de trop. L'espace de coworking accessible. Ces lieux-là, ils n'existent quasiment pas aujourd'hui. Et le troisième cercle, c'est la vie, tout simplement. Les loisirs, l'animation, les bars. Et là, on a touché à un point de tension très intéressant. Un élu a raconté une anecdote très révélatrice. Un commerce a récemment tenté de mettre un peu d'animation le soir et a immédiatement reçu une plainte pour tapage nocturne. C'est le classique. Ce n'est pas juste une anecdote, c'est l'illustration parfaite du conflit qui s'annonce entre la ville qui veut dormir tranquille et la ville qui a besoin de vivre jeune. Comment réconcilier les deux, quoi? C'est le dilemme de toute politique de redynamisation, hein. On veut la vitalité, mais sans le bruit. On veut les jeunes, mais à condition qu'ils se comportent comme des retraités. C'est insoluble. Ce qui est encourageant, c'est que les commerçants présents semblaient très lucides. Ils sont conscients qu'ils vont devoir se moderniser, comme ils disent. Qu'est-ce qu'ils entendent par là? Ils parlent d'eux-mêmes d'étendre leurs horaires de vesture, de créer des happy hours, des menus étudiants. Mais ils savent aussi qu'ils sont pris en tenaille entre cette nouvelle clientèle qu'ils doivent séduire et leur voisinage historique qu'ils ne doivent pas froisser. C'est un numéro d'équilibriste. Le représentant étudiant a d'ailleurs apporté une nuance très importante. Ah oui, Il a dit, en substance, que l'ambiance d'une ville, ça ne se décrète pas. La mairie peut installer des bancs et des lumières, mais ce sont les étudiants eux-mêmes qui décideront de s'y asseoir pour jouer de la guitare ou non. il y a une part d'alchimie. Voilà, une part d'appropriation qui reste totalement imprévisible et incontrôlable. Le territoire peut proposer un cadre, mais c'est la communauté étudiante qui devra le faire vivre. Ou pas. Absolument. Et si on connecte ça au tableau d'ensemble, on voit que l'arrivée de ces 250 étudiants, c'est bien plus qu'une question économique. Ça force toute la ville à s'interroger sur son identité profonde. Ce n'est pas juste une question de vendre plus de sandwichs, c'est quel type de ville Rion veut devenir pour les 20 prochaines années. Et cette interrogation nous amène aux enjeux de fond, les vrais défis structurels. Le premier, celui que le maire a mis sur la table tout de suite, c'est le logement. Le vrai défi pour Rion n'est donc pas de construire, mais de convaincre. Comment inciter des dizaines de petits propriétaires à rénover des appartements qui sont parfois dans leur famille depuis des générations, qui sont des passoires thermiques. Qui nécessite des dizaines de milliers d'euros de travaux. Exactement. C'est un problème humain, fiscal et administratif, bien plus qu'un problème de briques et de béton. Deuxième enjeu de fond, tout aussi stratégique. La mobilité. Le projet d'améliorer la liaison ferroviaire avec la grande métropole voisine, Clermont-Ferrand. Ah, le fameux couteau à double tranchant. C'est l'expression qui a été utilisée. Sur le papier, c'est une super nouvelle, non? Rendre la grande ville plus accessible. Ou alors c'est le piège parfait. C'est un pari extrêmement risqué. En rendant Clermont plus accessible, on rend aussi Rion plus fuyable. Hmm. Si un étudiant peut être en 20 minutes sur la place de Jode, au cœur de la vie nocturne clermontoise, avec ses cinémas, ses grands bars, quelle raison aura-t-il de rester à Rion un jeudi ou un vendredi soir? Aucune. L'amélioration des transports, si elle n'est pas accompagnée d'un renforcement massif de l'attractivité locale, c'est potentiellement organiser sa propre hémorragie. Rion doit de toute urgence créer son propre centre de gravité pour ne pas devenir une simple ville dortoir. Un campus délocalisé où les étudiants dorment la semaine et vivent à Clermont le week-end. Voilà, c'est le risque. Ce qui nous amène à la question ultime, presque philosophique, quelle est l'identité de Rion? Plusieurs intervenants ont martelé cette phrase. Rion doit devenir une ville étudiante. Ça sonne bien. Ça sonne bien, mais ça ne se fait pas en claquant des doigts. Ça veut dire quoi concrètement, devenir une ville étudiante? Ça se construit brique par brique. Et la suggestion qui a été faite que la collectivité, la mairie, doit être le moteur au début, elle est absolument cruciale. Elle doit amorcer la pompe, C'est à elle de prendre les premiers risques. financiers et politiques. Par exemple, créer un festival de rentrée, organiser une grande soirée d'intégration à l'échelle de la ville, subventionner massivement les premières associations étudiantes. Elle doit investir à perte au début
pour envoyer un signal fort au secteur privé, les bars, les restaurants, les agences, et leur dire « Regardez, il y a un vrai marché, une vraie dynamique qui se crée, maintenant c'est à vous de jouer ». Bon, alors, si on assemble toutes les pièces de ce puzzle, qu'est-ce qu'on retient? On voit que ce projet Rion Campus est bien plus qu'une simple école. C'est une chance historique. Mais C'est aussi un miroir grossissant tendu à la ville. c'est ça. Il agit comme un révélateur de ces fragilités structurelles qui existaient déjà, le logement vacant, une économie locale qui doit se réinventer, et surtout, cette quête d'une nouvelle identité. Exactement. La grande conclusion de cet atelier, c'est que l'enjeu dépasse de très loin la construction de quelques bâtiments. Il s'agit de repenser l'ensemble de l'écosystème de la ville, l'habitat, le commerce, les transports, la culture, pour et avec cette nouvelle population. Le succès du campus ne se mesurera pas au nombre de diplômés, mais à la capacité de la ville entière à se transformer en profondeur pour les accueillir et les retenir. Et ça me laisse avec une dernière pensée, une question pour la suite. Toute la discussion a tourné autour de l'impact des étudiants sur la ville. Mais si on inversait la perspective un instant, quelle sera l'influence de cette ville-laboratoire, de ce projet en pleine construction, sur ses futurs ingénieurs? C'est une excellente question. Le fait de devoir bâtir de toutes pièces leur propre environnement, de négocier avec les habitants, de trouver des solutions, plutôt que d'arriver dans un campus clé en main où tout est déjà pensé pour eux, est-ce qu'on ne serait pas en train de former, presque sans le vouloir, une génération d'ingénieurs beaucoup plus créatifs, plus agiles et surtout infiniment plus conscients des dynamiques d'un territoire? La plus grande richesse de ce projet, elle est peut-être là,